Chers amis, bonsoir. Je présente au nom de cette maison tous mes vœux à ceux auxquels je ne les ai pas encore présentés. Je suis heureux d'accueillir pour ce début d'année Jean-Baptiste Forêt, qui a écrit un livre qui nous a beaucoup intéressés à la rédaction de Royaliste. Je vais lui demander d'exposer sa thématique et ensuite, s'il le veut bien, de répondre à nos questions. Cher ami, vous avez la parole. Je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je vous le disais, j'ai été formé à l'école de Philippe Séguin. J'ai fait mes classes à l'école de Jean-Pierre Chevènement. Je faisais partie de la fondation Marc Bloch au siècle dernier, à la fin des années 90. J'étais au fond de la salle en Sorbonne, j'écoutais Régis Debray ou Emmanuel Todd et je suis ravi et très honoré de leur succéder là, pour ce rendez-vous des mercredis de la NAR pour mon livre qui s'appelle Au cœur du grand déclassement, dans lequel j'évoque le grand déclassement économique, industriel, politique, mais aussi sans doute sentimental, qui frappe notre cher et vieux pays. Le point déclencheur de ce livre, c'est un article publié dans Marianne par David Degouille, qui est un compagnon de route de la NAR, sur le FC Sochaux et sur une émission sur Europe 1, un 29 mai 2019, est interrogée la directrice des partenariats et du sponsoring de la marque au Lyon. On est en direct de Roland-Garros. Cette directrice est dans les loges premium, dans cet espace qui est très prisé, des présentateurs stars, vedettes du petit écran, mais aussi des patrons du CAC 40. Elle déroule durant cette émission son exposé qui porte sur le partenariat entre la marque au Lyon et le tournoi du Grand Chelem. C'est d'un intérêt assez relatif, cet entretien. Et à l'extrême fin, le journaliste qui s'appelle Emmanuel Dutheil lui pose une toute dernière petite question. Et il lui demande: est-ce que vous allez reprendre le FC Sochaux, club emblématique du berceau historique de Peugeot, qui se trouve dans une situation particulièrement difficile au fond du gouffre, hein, dans les bas-fonds de la Ligue 2, avec une situation financière particulièrement critique. Elle a cette réponse assez saisissante. Elle dit en substance: non, ce club véhicule des valeurs populaires alors que nous voulons monter en gamme. Alors évidemment, cette petite phrase est ressentie comme une gifle par les sandans de Sochaux, hein, ceux qui ne sont rien, ceux qui fument des clopes et roulent au diesel. Hein. On est au pays du diesel, hein, au pays de Peugeot. C'est un affront terrible pour des familles entières. C'est-à-dire que Peugeot Sochaux, qui à l'époque, en 2019, commence déjà à se réduire comme peau de chagrin, qui compte plus que 7 à 8 000 salariés, à la grande époque, c'était 42 000 salariés. C'est-à-dire que c'était le plus grand centre industriel d'Europe. C'était l'un des fers de lance des 30 glorieuses. C'était le poumon économique des marches de l'Est, avec une usine absolument considérable, hein, 30 km de voies intérieures, des rues numérotées comme à New York, d'une grande avenue qui est surnommée les Champs-Élysées. Peugeot Sochaux, c'était aussi une ville-usine, c'est-à-dire que toute la ville autour de l'usine, toute cette ville, évidemment, était étroitement liée aux ateliers de ce qu'on appelle la Peuge, hein, dans le pays de Montbéliard, parce que cette usine se situe à la jointure de Sochaux, mais aussi de Montbéliard, aux confins de la Franche-Comté, à la lisière de l'Alsace, à proximité de la Suisse et de l'Allemagne. Donc cette ville Sochaux-Montbéliard, c'était aussi l'emblème du capitalisme à la papa, de ce qu'on a appelé le paternalisme industriel
ce paternalisme industriel pour ces familles, pour ces lignées de Peugeot, c'était une forme de deuxième famille. C'est-à-dire que c'est la maison mère donnait des emplois tout au long de la vie active. C'était un peu l'équivalent de la fonction publique, d'une certaine manière. Peugeot dans le pays de Montbéliard, on travaillait pas seulement chez Peugeot, on dormait aussi Peugeot, il y avait les appartements de la firme, on mangeait également Peugeot, il y avait des supermarchés Peugeot qui s'appelaient supermarchés Ravi, qui étaient les moins chers de France. C'était une manière pour le constructeur d'éviter l'inflation, hein, grâce à ces prix qui étaient très, très maîtrisés. Et puis comme ça, l'argent de Peugeot revenait aussi d'une certaine manière dans les caisses de Peugeot. Il y avait également les colonies de vacances Peugeot qui étaient très fréquentées par les enfants du personnel qui à l'époque n'allaient pas tellement en vacances au bord de la mer dans les années 50-60. Il y avait aussi un lieu qui était assez emblématique du prestige de la marque dans cette région qui s'appelait le Cercle Hôtel, qui était le lieu le plus chic où on recevait les grandes personnalités, Valéry Giscard d'Estaing, un certain nombre d'ambassadeurs qui étaient en goguette dans la région, avec un service en gants blancs, une salle de cinéma, des cours de tennis. Enfin, c'était quelques grammes de douceur dans un monde quand même très brut, hein, très industriel. On est au pays de la famille Peugeot. La famille Peugeot, c'est une vieille famille luthérienne, protestante, qui n'est pas bling bling, pardon, pour dessous. Cette famille Peugeot, elle est à l'origine d'une saga industrielle assez unique en France. Elle a transformé dans les années 1810 son moulin en forge. Elle a fabriqué des scies, des cafetières, des vélos, des voitures, puis après des 102, des 103. Il ne faut pas les appeler des mobylettes parce que la mobilette, c'est l'apanage de la marque Motobécane. Elle a énormément... c'était un peu comme à la Samaritaine chez Peugeot, c'est-à-dire qu'on trouvait absolument de tout au sein de Peugeot. Donc cette famille-là, très vite, elle a remplacé finalement les princes de Wurtemberg qui dominaient ce petit pays de Montbéliard. Les princes de Wurtemberg étaient des princes protestants. On était dans une petite enclave francophone sous influence germanique et les princes Peugeot ont remplacé les princes de Wurtemberg. Quand on arrive à Montbéliard, on est tout de suite accueilli par un très beau bâtiment art déco. On voit le lion de Peugeot. Là-bas, tout le monde a été et où sera Peugeot. Hein. Lénine disait le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Peugeot, c'est la voiture plus le paternalisme. C'est une famille des marches de l'Est qui a été élevée entre 1871 et 1914 dans le culte des provinces perdues. Famille très patriote qui a plutôt fait une belle guerre entre 40 et 45. La famille Peugeot a transformé son golf en potager pour nourrir une partie de son personnel. Elle a secouru un certain nombre de résistants, le plus emblématique étant un joueur de foot de la fameuse équipe du FC Sochaux qui s'appelait Étienne Matler. Ce joueur de foot était très aimé du public, qui était principalement composé d'ouvriers, de travailleurs de ce qu'on n'appelait pas encore la peuge. Étienne Matler, dans les années 37-38, il était surnommé le déblayeur. Il avait un physique, il avait une armoire à glace, c'est un physique d'armoire à glace, et il résistait à tous les coups. Il avait les ligaments de la cheville arrachés. Malgré tout, il allait au bout des matchs. Et il a notamment disputé un match assez fameux avec l'équipe de France en 38 où il était
face à l'Italie fasciste à Rome, et les fascistes avaient refusé de faire retentir la Marseillaise lors de cette rencontre. Et au sortir de cette rencontre, il y avait une sorte de collation dans un bar romain, et il avait entonné la Marseillaise debout sur une table, et il est entré en résistance assez tôt. Il a été arrêté par les Allemands, et quand il était appelé pour les séances de torture, il revêtait le survêtement de l'équipe de France. Et il n'a rien lâché sous la torture. Il a été recueilli par la famille Peugeot, et c'était un peu un joueur emblématique, c'est-à-dire c'était le bon capitaine, le bon ouvrier, le bon français en quelque sorte. Et ce qui est assez saisissant, c'est qu'il avait une place de choix au musée de l'aventure Peugeot qui se trouve à Sochaux. Et au moment de la vente du club, son portrait a été enlevé de ce musée, comme si on voulait nier l'histoire de Peugeot. Donc cette famille Peugeot, elle pratiquait un paternalisme plutôt bon enfant en apparence, mais qui pouvait aussi avoir des aspects plus durs, hein, notamment vis-à-vis des représentants syndicaux qui étaient chassés et pourchassés. Il y a eu un premier point de rupture dans l'histoire de Peugeot en 1968. À ce moment-là, l'usine, comme beaucoup de sites industriels, est occupée. Et cette usine est occupée assez tard, jusqu'au mois de juin 68, jusqu'au 9-10 juin. Et la famille Peugeot, qui au départ ne voyait pas ça ne voyait pas cette occupation d'un œil trop négatif, commence à prendre peur pour ses comptes. En plus, c'est au moment du lancement de la 504, qui était quand même un véhicule très, 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 très important pour elle. Et l'un des chefs de la famille Peugeot, Roland Peugeot, tire la sonnette d'alarme, rencontre Raymond Marcellin, qui vient d'être nommé au début du mois de juin 68 ministre de l'Intérieur. Raymond Marcellin, qui était quand même pas un tendre, en fait, sous les injonctions de la famille Peugeot, envoie la troupe. Donc cette occupation, qui était plutôt bon enfant, vire au drame. Il y a à ce moment-là 2 morts en fait à Sochaux, et c'est très très peu connu. C'est-à-dire que c'est à Peugeot-Sochaux que les événements de mai-juin 68 ont été les plus durs, les plus violents. Et finalement, cette mémoire ouvrière a été occultée au profit d'une vision plus libertaire, plus parisienne aussi, plus étudiante de mai-juin 68. C'est pourtant un mouvement vraiment qui était absolument terrible, hein, dans ces environs de Sochaux. C'est-à-dire que 1200 gendarmes et CRS ont été envoyés au petit matin pour déloger les grévistes. Cette opération a capoté, c'est-à-dire que les grévistes ont été délogés trop tard. Les CRS se sont attaqués aux non-grévistes, qui finalement sont entrés dans la mêlée. Les CRS eux-mêmes ont paniqué face à la furia ouvrière. Des CRS ont tiré. Un ouvrier a été tué au matin de cette journée du 11 juin 68. Un autre a été tué par une grenade à la fin de la journée, et ça aurait pu virer au bain de sang, parce que toute la population, pas seulement les ouvriers, toute la population s'est dressée comme un seul homme contre ce corps étranger. En fait, c'est une région plutôt patriote, et ils avaient le sentiment, alors c'était un fameux slogan étudiant, mais que les CRS, c'était un peu les SS qui revenaient à ce moment-là. Et ces heures
ont failli très très mal tourner. Enfin, la légende veut qu'un certain nombre d'ouvriers paysans étaient revenus dans leur ferme avec des fusils de chasse, des fusils de la résistance pour fondre sur Sochaux. Enfin, la légende voulait également que des CRS avaient été tués et fini, si vous me permettez l'expression, à la baramine dans les bacs d'acide qui servaient à peindre les voitures de l'usine. Et cette révolte ouvrière n'a pas échappé à l'un des grands chefs du maoïsme français, enfin au grand timonier de la gauche prolétarienne, qui était Béni Lévy. Et il a vu là l'essence même de la révolution ouvrière, c'est-à-dire que pour lui c'était l'étincelle qui allait mettre le feu à la plaine. Sochaux, c'était l'usine moteur de l'histoire, l'équivalent de la base je crois de Yan'an en Chine, qui avait servi de point d'appui à la grande marche de Mao. Donc Béni Lévy, lui, dans ces années de 1968, est descendu à Sochaux. On lui a dit que non, il n'y avait pas eu 2 morts, mais qu'il y en avait eu 11, que des CRS dont je parlais il y a quelques instants avaient été tués par les ouvriers. Et toute cette mythologie a joué un rôle central au sein de la gauche prolétarienne, parce que il y avait Peugeot-Sochaux, il y avait évidemment Billancourt, hein, l'usine de l'île Séguin, la forteresse ouvrière, l'île du Diable, qui était aux mains de la CGT. Et la CGT, c'était le syndicat ONI révisionniste, on disait à l'époque. Et Sochaux, c'était l'essence même, aux yeux des maoïsmes, de la classe ouvrière. Donc un certain nombre de têtes bien faites ont été envoyées à Sochaux. On les appelait les établis, hein, ces fameux Mao de la fin des années 60, du début des années 70. Ils ont écorché leurs mains blanches sur les chaînes de montage de Sochaux, mais très très vite ils se sont heurtés un système qu'avait mis en place la famille Peugeot, un système de contrôle social, de milice, en fait, de milice ouvrière, avec un certain nombre de nervis dans les ateliers qui étaient là pour mater les éléments les plus turbulents. Donc cette affaire, c'est particulièrement mal fini pour les ouvriers Mao, qui au bout de quelques années sont remontés à Paris. Mais pour la famille Peugeot, ça a été quand même un point de bascule, c'est-à-dire qu'elle s'est aperçue que ces grandes concentrations ouvrières étaient aussi son talon d'Achille, en quelque sorte. C'est-à-dire que en 1969, il y avait un mouvement des pistoleurs, c'est-à-dire c'est ceux qui mettaient la laque sur les voitures, de 160 pistoleurs qui avaient complètement arrêté les chaînes de montage. C'est-à-dire que cette usine de 42 000 salariés était bloquée par 160 éléments perturbateurs. Donc, finalement, ça a été un peu le début de la fin de cette autre forteresse ouvrière. Parallèlement, il y avait évidemment le grand vent de la mondialisation qui commençait à arriver dans les années 70, 80, et puis surtout au début des années 90. Et cette rupture s'est traduite à Sochaux parce que les syndicalistes appellent la technique de l'artichaut. C'est-à-dire dans ces années-là, à partir du début des années 80, on a commencé à enlever les feuilles de la production industrielle les unes après les autres. C'est-à-dire qu'on a enlevé la fonderie, on a enlevé la câblerie, on a enlevé la mécanique, et puis il est resté finalement plus que le tronc, c'est-à-dire l'assemblage.
On a donné un certain nombre de tâches à des sous-traitants, à des prestataires, à des équipementiers, tous plus bon marché les uns que les autres. On a évidemment dans le même temps commencé à délocaliser. Et puis, il y a eu la sous-traitance, la délocalisation, et puis le troisième mouvement, c'est des mouvements qui ont eu lieu peu ou prou de manière parallèle, ça a été l'intérim qui s'est beaucoup développé. Donc la classe ouvrière a volé en éclats. Peugeot a pu dérouler son programme parce qu'en face, il y avait plus grand monde, en fait, hein, dans ces années-là. Mais malgré tout, la famille Peugeot est restée aux commandes de la firme et a quand même gardé un attachement sentimental pour cette usine qui est son berceau historique dans l'industrie dans l'industrie automobile. Et finalement, Peugeot a quand même beaucoup moins délocalisé que Renault sous l'égide de Louis Schweitzer, qui était pourtant considéré comme un patron social, enfin tout du moins socialiste, ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius, socialiste bon teint, Louis Schweitzer, et puis évidemment les délocalisations étaient accélérées sous l'égide de Carlos Ghosn. Pendant ce temps-là, Peugeot gardait quand même cette usine dont les effectifs avaient fondu. On était passé de 42 000 à environ un peu moins de 20 000 à la fin des années 2000, mais Sochaux n'avait pas fermé comme Billancourt à la fin des années 80. Donc cette famille-là, elle était incarnée dans le management de Peugeot Citroën, de PSA, par le président du conseil de surveillance qui s'appelle toujours Thierry Peugeot, qui est un personnage assez intéressant, qui est tout à fait emblématique de cette famille, c'est-à-dire qu'il appartient pas au Gotha du CAC 40, dans le sens où on verra jamais dans des pince-fesses ou dans des vernissages dans le 16e arrondissement, où on peut croiser Bernard Arnault et François Pinault. Vraiment, lui, son bébé, ça reste cette usine de Sochaux. Il se rend au Stade Bonal, incognito, et il est très attaché à la marque, comme peuvent l'être certains patrons rhénans, hein. Enfin, on est très près de l'Allemagne. Il a le patriotisme économique chevillé au cœur et au corps, et lui, il refuse en fait que PSA se marie avec Fiat, avec BMW. Il refuse toute forme d'alliance au moment où la marque se trouve quand même déjà dans un premier gouffre. On a la fin des années 2000, il y a eu la crise financière, l'automobile se porte très mal. Et Thierry Peugeot se comporte un peu comme une sorte de moniteur d'auto-école vis-à-vis des PDG de PSA, c'est-à-dire que quand ils vont un petit peu trop vite à son goût, il appuie sur la pédale de frein. Mais les pertes s'enchaînent, s'accumulent. Et finalement, sa gouvernance est très très contestée au sein même de sa famille, notamment par la génération d'après. Thierry Peugeot, c'est quelqu'un qui est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un boomer, en fait, hein, qui a aujourd'hui environ 75 ans. Thierry Peugeot, il a en face de lui une nouvelle génération qui n'a pas fait ses classes à l'usine de Sochaux comme lui, qui a été ouvrier. Enfin, les enfants de la famille Peugeot étaient envoyés sur les chaînes de montage. Alors, il s'appelait Peugeot, mais c'est un nom très très courant dans le pays de Montbéliard, donc personne ne les remarquait. À la génération suivante, on a plutôt été trader à Londres ou ingénieur dans l'industrie aéronautique à San Francisco.
Et Thierry Peugeot, en face de lui, le patron de la holding, son cousin Robert Peugeot, c'est la guerre des cousins. Le patron de la holding, lui, il a dans son giron PSA, mais aussi un certain nombre d'investissements. C'est-à-dire qu'il a tendance à délaisser l'outil industriel au profit d'investissements plus juteux dans le domaine des services. Peugeot a des billes chez Orpea, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, dans les maisons de retraite, a des billes également au sein de Sanef, qui est une société autoroutière, du côté d'Honnête, qui est une société de nettoyage. Et finalement, au moment où PSA a besoin d'argent frais, la holding ne peut pas débloquer les fonds. Et à ce moment-là, l'État vole au secours de Peugeot. On est dans les années 2013-2014. Le représentant du gouvernement auprès de la famille Peugeot, c'est le ministre de l'économie, élu du pays de Montbéliard, ça a son importance, Pierre Moscovici, et il imagine une solution qui passe par un lion à trois têtes, composé de la famille Peugeot qui garde un certain nombre de parts, et puis des Chinois de Dongfeng et de l'État. Et Thierry Peugeot, lui, s'oppose à cette solution-là, parce que dans cette solution-là, Peugeot n'est plus qu'un actionnaire parmi d'autres. Et pour lui, c'est tout à fait infamant que l'État vienne mettre son nez dans ses affaires. Il a été élevé dans le culte de l'indépendance. Peugeot est passé au travers de 3 programmes de nationalisation en 1936, en 1945, en 1981. Peugeot, c'est l'anti-Renault. C'est-à-dire que pour lui, Renault, c'est la régie Renault avec ses mesures sociales dispendieuses. Peugeot, c'était aussi dans l'imaginaire d'une partie de la gauche, un peu l'entreprise Oni. Enfin, dans les années 70, on était Peugeot, on était Renault. Dans l'esprit du PS, Peugeot, c'était un peu les notaires ou les pharmaciens de province, les sorties de messe, les 505 break. Donc il ne supporte pas en fait que l'État vole à son secours. Il veut pas, contrairement à Robert Peugeot, que Peugeot connaisse le sort des Devindel d'une certaine manière. Les Devindel qui étaient les maîtres de forge du nord de la Lorraine, hein, du côté d'Ayange, de Florange. Finalement, à la fin des années 70, ils ont dû leur salut à l'intervention du gouvernement de Raymond Barre. Finalement, ils ont vécu d'une certaine manière au crochet du contribuable, et ça, Thierry Peugeot ne le veut pas. Mais il perd la bataille à ce moment-là, parce que ses cousins, dans le camp adverse, est beaucoup plus fourni. Il doit laisser la place au sein du conseil de surveillance. Il doit laisser le fauteuil de président à Louis Gallois, qui devient le représentant de l'État. Et c'est aussi à ce moment-là qu'arrive un nouveau PDG, Carlos Tavares, qui, contrairement à ses prédécesseurs, a les mains libres, lui. Il n'est pas soumis à la tutelle de la famille de la famille Peugeot. Il doit rendre des comptes, pas seulement à la famille Peugeot, mais à l'ensemble des actionnaires. Et la situation est très critique. Et lui, il est là pour redresser les comptes, pour qu'il y ait uniquement des centres de profit au sein de PSA, de Peugeot Citroën, et il va y aller à la schlag. C'est-à-dire que Carlos Tavares, il vient du camp ennemi, hein, il vient de Renault. Il a passé 30 ans chez Renault, et c'est un bébé Carlos Ghosn. Il était surnommé chez Renault Nissan Carlito.
Donc ce petit Carlos Ghosn qui se surnomme lui-même le psychopathe de la performance, il n'a que faire du berceau historique, de l'étendard des usines Peugeot, de Sochaux, et il a encore moins à faire. Enfin, il se moque encore plus de cette usine de foot qui pour lui est une pièce d'antiquité. Donc dès son arrivée, il se déleste de cette équipe de foot qui était dans le giron de la marque depuis 1928, et c'est vécu comme une forme de trahison par un certain nombre d'ouvriers supporters des Lions, parce que quelques mois auparavant, Peugeot avait publié une publicité dans l'équipe avant un match très très important pour le maintien en Ligue 1. Peugeot 11 lions et un renard vont combattre. Peugeot, supporter du FC Sochaux depuis 1928. Les 11 lions, c'était évidemment les joueurs. Renard étant le nom de l'entraîneur du FC Sochaux. Et à ce moment-là, quelques semaines après cette fameuse déclaration de fidélité, le club est mis en vente, et pour les ouvriers, le message est très clair, c'est-à-dire que ils font partie d'une usine comme les autres. Parmi les autres, en concurrence avec les autres, le message est reçu 5 sur 5. La productivité augmente à Peugeot Sochaux, enfin à PSA, au lendemain de la vente, du club. Le club est vendu de manière très très étonnante à des Chinois de Hong Kong qui sont domiciliés, enfin qui pour acheter ce club se domicilient dans un paradis fiscal. Ils achètent le club une bouchée de pain, 50 000 euros avec 15 millions d'euros en guise de trésorerie. Les supporters eux-mêmes sont très très étonnés. C'est-à-dire que l'un des supporters qui travaille à l'administration des finances publiques, Fabrice Lefebvre, il a des compétences en matière de finance, mais il connaît assez peu la finance internationale, mais il se renseigne quand même sur cette entreprise, et au bout d'une demi-heure à fureter sur le web, il voit bien qu'il y a un loup. C'est-à-dire que cette entreprise a une valorisation boursière exorbitante au regard de son activité qui est très minime, et de ses pertes qui sont importantes. Mais rien n'y fait. Ce club est vendu. Il est bradé à ce moment-là par la famille Peugeot. Et évidemment, c'est un déchirement pour les supporters, d'autant plus que ce club n'est pas seulement vendu par la suite, il devient une sorte de satellite, un club satellite, à la main d'une autre entité qui investit aussi dans un certain nombre de pays. On est vraiment dans le milieu un peu du foot, un peu des rapaces de la mondialisation, hein, pour faire très très vite. On a par exemple une responsable de la billetterie qui parle pas un mot de français, mais qui pour lancer la campagne d'abonnement utilise Google Trad. Alors ça donne des slogans un peu étonnants, rejoignez le rugissement par exemple, ce qui veut quand même pas dire grand-chose en bon français. Le lion qui figure en tête de gondole dans cette campagne de promotion, le lion lui-même n'est plus le lion de Peugeot, mais un lion déniché sur une banque d'images. Donc on est quand même dans un monde assez particulier, avec un déclassement qui n'est pas seulement industriel, économique, mais qui est, comme je disais en introduction, aussi sentimental, mais qui est aussi politique, qui a des traductions politiques, évidemment. On est dans cette France périphérique, à l'écart des grands centres urbains.
Et en 2002, on assiste à l'explosion du vote Le Pen. C'est-à-dire que le vote Le Pen, historiquement, était quand même plutôt situé dans le bassin méditerranéen, dans un certain nombre d'enclaves. Hein. Le vote Le Pen était assez puissant, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Il est beaucoup moins aujourd'hui, mais dans les années 80, dans le pays de Montbéliard, qui était plutôt arrimé à gauche, il restait assez minime, avec des votes de fidélité vis-à-vis du PS. Et en 2002, il y a une première cassure. Jean-Marie Le Pen, pour la première fois, arrive en tête. Le 21 avril 2002, il obtient même l'équivalent des scores cumulés de Jean-Marie Le Pen, de Lionel Jospin et de Jacques Chirac. Et c'est un désaveu, c'est un camouflet pour l'élu socialiste du Cru, le grand élu socialiste du Cru, Pierre Moscovici. Évidemment, il a cette phrase terrible à propos de ses propres électeurs. Il dit « les cons ». Parce qu'ils ont mal voté. Ils ont mal voté. Et les électeurs lui rendent la monnaie de sa pièce quelques semaines plus tard, aux élections législatives. Il est battu. Pierre Moscovici est battu, il est battu assez sévèrement, il subit un certain nombre de vestes électorales, il est arrivé 10 ans avant, en 1992, mais il a déjà perdu aux législatives en 93, aux municipales en 95, de nouveau municipal en 2001. En 2002, il subit ce nouvel échec, mais malgré tout, il s'accroche. Mais il subit à nouveau un désaveu très fort en 2005, au moment du traité référendaire. C'est une campagne qui est mal vécue par les travailleurs, de la pêche. On a notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, un débat télévisé à la main de Jacques Chirac, qui se retrouve non pas face à des politiques professionnels, mais face à ce qu'on pourrait appeler des vrais gens, d'une certaine façon. Donc, il joue sur du velours, Jacques Chirac. On se dit qu'il va passer une bonne soirée, et puis en fait non. Finalement, ça se passe pas du tout comme prévu. Et on a notamment un ouvrier de Peugeot qui dit à Jacques Chirac mais vous savez, nous chez Peugeot, on a des usines qui vont être construites en République tchèque, en Slovaquie, avec des collègues qui vont être payés 3 à 4 fois moins, parce que vous n'êtes pas en train de sacrifier les salariés français sur l'autel de la construction européenne. Jacques Chirac lui dit non, pas du tout, ça va nous permettre de développer de nouveaux marchés, on va partir à la conquête de l'Europe à la conquête de l'Europe de l'Est, ça va bien se passer, ça va renforcer la firme. Et puis évidemment, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que ces véhicules qui au départ étaient construits, fabriqués pour les marchés locaux, ils sont venus assez rapidement inonder toute l'Europe de l'Ouest, avec une décrue quand même assez importante des effectifs du côté de Peugeot-Sochaux, des effectifs qui au milieu des années 2010 étaient aux environs de 13 000 salariés, puis qui aujourd'hui ne sont plus que de 7 000. Et puis avec une traduction politique évidente, aujourd'hui, le député de la circonscription de Sochaux, la députée plus exactement, est affiliée au Rassemblement national. C'était une histoire qui était finalement écrite depuis très 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 longtemps, avec un éloignement des centres de décision qui allait croissant sous l'égide de Carlos Tavares. On est passé de PSA à PSA Opel, c'est-à-dire un empire immense en 2017-2018, et puis au début des années 2020, il y a eu une méga fusion avec Fiat, c'est-à-dire avec Fiat, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo,
le grand groupe possédé en partie par une autre dynastie, hein, la famille Agnelli. Aujourd'hui, ce géant de 300 000 salariés, c'est le groupe dans lequel se trouve cette usine, avec un PDG, Carlos Tavares, qui a ses bureaux à Détroit, à Turin, à Vélizy, à Amsterdam, puisque cette société Stellantis s'est implantée à Amsterdam pour des raisons fiscales. Enfin, les Pays-Bas sont un petit paradis fiscal niché au cœur de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce qu'on appelait autrefois la firme de Sochaux est devenue une société de droit néerlandais, et finalement on a des grands mastodontes automobiles qui sont plus dans des logiques de fusion, d'opérations financières que de grands dessins industriels. C'est l'opération Stellantis, elle a enrichi les cabinets d'experts comptables, les grands groupes de communication. On retrouve dans cette opération des vieilles connaissances, les chantres de la mondialisation heureuse, Jean-Marie Messier, Alain Minc, qui sont toujours dans le circuit. Et ce dépérissement en fait de Sochaux, il y a des traductions très très concrètes, y compris parmi les collectivités du Creux. C'est-à-dire qu'une ville comme Sochaux a perdu la moitié de sa population. Elle était composée de 8000 habitants à l'origine. Et puis elle a fondu jusqu'à n'être constituée aujourd'hui que de 4000 habitants. Et cette ville, qui était l'une des plus riches de France, hein, grâce au subside de la taxe professionnelle de Peugeot, est devenue l'une des plus pauvres. Hein. Elle est obligée de tendre la sébile. Elle vit des fonds de la politique de la ville, avec des équipements qui étaient dignes d'une ville de 100 000 habitants, équipements de la grande époque, avec notamment une très grande salle de spectacle, avec Maurice Béjart, enfin des grands orchestres, qui évidemment à la peine. Et aujourd'hui, cette usine, elle est sans doute destinée, il y a eu un certain nombre d'évolutions industrielles, de mécanisation, avec beaucoup des investissements lourds qui veulent dire qu'elle va pas fermer de sitôt. Les effectifs vont sans doute être réduits à environ 4000 à 5000 salariés. Le risque, c'est qu'elle devienne une simple vitrine, une sorte de village Potemkin du Made in France, pour des raisons de marketing, hein, pour les clients français. Elle perdurera sans doute parce qu'elle a l'une des plus grosses productivités d'Europe. Elle se situe à la jointure, enfin pas à la jointure, pardon, entre la mer du Nord et la Méditerranée. Elle est particulièrement bien placée sur le plan de la logistique, mais la production industrielle de PSA a été divisée par deux depuis. La production industrielle en France a été divisée par deux. Les effectifs en France ont fondu chez PSA, aujourd'hui Stellantis, de 36% depuis l'arrivée de Carlos Tavares, selon l'usine nouvelle. Donc on est quand même face à un exemple assez éclairant et assez édifiant du grand déclassement. Voilà ce que je pouvais dire. C'était peut-être un peu court. Non, pas du tout. C'est ma première conférence, donc je ne suis pas tellement rodé à l'exercice. Merci beaucoup. Donc le débat est ouvert. Vous avez la parole. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. C'est pas sûr, je suis en train de lire le livre. Ça témoigne très bien de la déconstruction du tissu industriel français et de cette France périphérique. On a vu pendant les Gilets jaunes notamment. Et ça témoigne aussi de l'aspect vraiment social du football et l'importance que ça peut avoir dans ces villes moyennes-là. Et voilà, après, je vais aussi évoquer, alors je ne sais pas encore, mais je vous donner un chapitre sur GEFO.
J'ai travaillé 2 ans chez Jeffco. D'accord. Et du coup, j'en profite. Et justement, c'est un très bon exemple de cette externalisation où PSA fait la stratégie d'externaliser sa logistique. Et aujourd'hui, on voit aussi que ça ne marche pas. Et qu'il y a des voitures qui restent planquées dans des aérodromes à côté de Sochaux. J'ignorais, j'aurais dû vous rencontrer pour le livre, c'est dommage. J'ignorais ce détail. Qui a loué un aérodrome à côté de Sochaux pour stocker ses véhicules parce qu'il n'y a plus de logisticiens, plus de transporteurs pour livrer des véhicules. Donc c'est un exemple, effectivement, parce que je n'ai pas de questions. Non, enfin, moi, j'ai une réponse. Sur ce que vous dites sur le foot, oui. En fait, on est dans une ambiance qui rappelle à bien des égards le film Coup de tête avec Patrice Devers. On a le personnage joué par Jean Bouis qui est à la fois le patron du club mais aussi de l'usine locale, qui a cette fameuse phrase dans le film. Il dit j'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 800 autres. Oui, enfin bon, le foot est aussi l'opium du peuple, mais c'est aussi un puissant vecteur d'intégration républicaine. Enfin, moi j'en parle dans mon livre. C'était toute l'intelligence sans doute de la famille Peugeot, c'est-à-dire qu'ils ont constitué une équipe à l'image de l'usine. C'est ce qu'on voit sur la couverture de mon livre. On voit ces joueurs qui on se demande s'ils vont aller au stade ou à l'usine. Ils ont ces trognes de prolos de la fin des années 70, du début des années 80. Et puis on a aussi des joueurs dans l'équipe qui sont à l'image de ce qu'est l'immigration dans le pays de Montbéliard. Il y a eu beaucoup de Yougoslaves, parce que bon, on est quand même dans l'est de la France, on est à proximité de l'Allemagne, avec des Yougoslaves qui travaillaient beaucoup dans les usines BMW, Mercedes. La famille Peugeot considérait que c'était une main-d'œuvre qui avait fait ses preuves. Et donc on retrouvait aussi au sein du FC Sochaux des joueurs yougoslaves, le plus emblématique étant Bazdarevic, qui était un joueur étincelant. J'ai l'impression que vous connaissez bien Sochaux. Et juste sur le volet Jeffco, oui, c'est Jeffco, le largage de Jeffco a participé à ce que les syndicalistes du cru appellent la technique de l'artichaut. Cette feuille-là a été enlevée et c'était vraiment un empire logistique au service de PSA. Je crois que c'est le groupement express de Franche-Comté, hein, le nom originaire de Jeffco, qui a fini dans l'orbite des Russes. Alors je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué pour eux. Ah d'accord, j'avais oublié cet épisode. Ah d'accord, j'avais oublié, je ne connaissais pas cet épisode. Mais oui, du coup, puis là, il y a eu vu que PSA s'est débarrassé de Jeffco, il y a eu des licenciements aussi à côté, etc. Donc ça a été compliqué aussi, même chez Jeffco, qui était quand même très marqué PSA, c'était une grande famille aussi, Jeffco au sein de PSA. Et du coup, ça a aussi perdu ça. Oui, ce qui est étonnant, c'est que Jeffco intervient exactement de la même façon à Sochaux, mais on voit ça aux gilets. Alors, il n'y a pas de gilets jaunes, mais il y a des gilets bleus, des gilets orange, verts. Enfin, il y a toute une série d'entreprises. Finalement, l'esprit de corps qui était très fort dans cette usine, il s'est complètement perdu parce qu'on a environ 70 entreprises qui interviennent au jour le jour dans l'ensemble du site. Alors, oui, je vous en prie, après Pierre-Henri et Jean-Marie ensuite. Je vous en prie. En complément de ce que vous venez de nous exposer, vous mentionniez la fin des années 70-80 qui était un peu un tournant de l'entreprise Peugeot et qui a connu surtout des problèmes d'usines de montage à l'étranger. Et notamment le continent africain était un marché hyper important pour Peugeot. Et il y avait une usine de montage à Kaduna, près de Kano. Et il y a eu, je ne sais pas si vous avez retrouvé ça dans vos recherches, mais il y avait un pont aérien pendant 5 ans entre Paris et Kaduna, qui était un aéroport près de Kano, et 2 fois par jour. Il y avait 2 747
plein, mais bourré de pièces détachées, de pièces détachées de voitures Peugeot. Tout ça parce que l'aéroport de Lagos était totalement saturé. Donc on a imaginé ce pont aérien. Et il se trouve que les autorités nigérianes, c'était un truc mais fabuleux. Ça a été pour la société Peugeot, ça a été l'explosion du marché. Et pour la compagnie aérienne, mais aussi une explosion des revenus financiers phénoménaux. Et puis, du jour au lendemain, fête du Prince, les autorités nigérianes ont décidé que non, il n'y aurait plus de pont aérien, mais que de nouveau, le port de Lagos étant désencombré de leur point de vue, ça devait s'arrêter et les pièces détachées devaient arriver par bateau. Résultat des courses, ça a été un truc épouvantable parce que les pièces détachées arrivaient sur le port de Lagos et n'étaient pas restés là, ça rouillait, etc. Et surtout après, il y a eu un train qui a été installé entre Lagos et Kaduna, sauf que le train était arraisonné à chaque fois, était rançonné, arrêté. Donc ça a été pour Peugeot le début de la fin en Afrique. Et c'est ce qui explique aussi, parce que à cette époque, dans les années 80, toutes les voitures étaient Peugeot. Il y avait des Peugeot partout. Et maintenant, ça a été remplacé par Toyota, Mitsubishi. Mais à l'époque, tout était Peugeot. C'était le marché le plus important pour la société Peugeot. Et ça a été le signal du début de la fin. Et Fiat était extrêmement jaloux de ce montage, parce que les ingénieurs ont été extraordinaires. En fait, ça a été à penser, puisque ces avions, il n'y avait pas une place disponible. Ça a été une production incroyable. Et Fiat a voulu faire la même chose en Amérique du Sud, ils n'ont jamais réussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que symboliquement, comme vous mentionniez la fin de cette époque 70-80, l'usine de montage en Afrique, ça s'est écroulée, et ça a été le début de la fin du marché à l'international en Afrique pour Peugeot. J'ignorais totalement cette facette. Moi, je suis resté quand même confiné dans le pays de Montbéliard. Moi, ce que je sais, c'est que Peugeot avait aussi une stratégie vis-à-vis du continent africain qu'on pourrait qualifier un peu de néocoloniale. C'est-à-dire qu'elle a tendance à finir, enfin, à envoyer ses vieux stocks, les voitures qu'on vendait plus dans la vieille Europe. Les vieilles 504 étaient encore en vente dans les années 80-90. Oui, il y avait quand même des usines, il y avait quand même des centres. Des voitures neuves, enfin, qui étaient des pièces détachées neuves qui étaient apportées. Et quand ce pont aérien s'est arrêté, enfin bref, ça a été un truc. Il y a eu aussi un épisode que je maîtrise aussi assez mal, mais qui je crois était assez important. Au moment de la fameuse naissance du lion à trois têtes, les difficultés de PSA sont aussi générées par ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire que l'Iran était un gros marché pour PSA, et puis on a eu ces chantages américains. Si vous continuez à commercialiser vos voitures, à produire des voitures en Iran, voilà, vous aurez le droit à des sanctions économiques. Et du coup, PSA s'est retiré du marché iranien, et même de manière parallèle, il y avait aussi des investissements complètement pharaoniques en Chine, enfin, que j'évoque de manière succincte dans mon livre, qui sont soldés par un échec complet. Donc il y a une stratégie internationale qui était sans doute à revoir. Pierre-Henri. Alors je pose une question de néophyte parce que je ne suis pas du tout le football, mais est-ce que la grande histoire justement du club du FC Sochaux avec Peugeot laisse encore des traces aujourd'hui sur la sociologie des joueurs du club? Je m'explique, si j'ai bien compris, historiquement c'était des gens du cru, en fait, c'était des ouvriers qui composaient ce club. Et est-ce que ce lien particulier a retardé la professionnalisation des joueurs du FC Sochaux, comme on a pu le voir dans les autres clubs français, en fait, l'internationalisation à la fois et la professionnalisation? En fait, non, pas du tout.
Absolument pas. C'est-à-dire que le FC Sochaux, c'est un petit monument du foot français parce que c'est le club qui a inventé le foot professionnel. Donc c'est lui qui a introduit l'argent en fait dans le milieu du ballon rond, mais de façon plus nette qu'auparavant. C'est-à-dire qu'avant on était dans un football amateur, mais qui portait le nom d'amateur. C'était plus vraiment du foot amateur. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de combines. Et finalement, cette vieille famille protestante qui n'avait pas cette méfiance atavique vis-à-vis de l'argent a porté sur les fonds baptismaux le foot professionnel en France avec des moyens qui pour l'époque étaient assez importants. C'est-à-dire que la famille Peugeot souhaitait faire briller ce petit coin de France méconnu partout dans l'Hexagone. Donc pour ce faire, elle est allée chercher des stars internationales. On est à la fin des années 20, au début des années 30. C'était le PSG de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs argentins, des joueurs uruguayens, mais il y avait aussi des joueurs qui étaient emblématiques. J'ai cité le cas d'Étienne Matler, qui avait une carrière de boxeur avant d'être footballeur, qui vivait à Belfort. Hein. Belfort, c'est juste à côté de Montbéliard, c'est à 15 km de Montbéliard, qui était l'idole des chaînes de montage, des ateliers de Peugeot. Et par la suite, au début des années 70, à cette époque-là, la firme dépensait beaucoup moins d'argent pour le foot. Elle n'avait pas du tout les moyens, par exemple, de Saint-Étienne, qui était le grand club, le club phare de l'époque. Et pour compenser ce déficit financier, la famille Peugeot a inventé les centres de formation. Pardon. Les centres de formation. C'est que l'idée, c'était de fabriquer un peu des footballeurs comme la famille Peugeot fabriquait des voitures, en quelque sorte. Et les premiers joueurs, d'ailleurs, logeaient dans des anciens préfabriqués qui avaient été occupés par des ouvriers, les fameux ouvriers yougoslaves dont je parlais précédemment. Et les joueurs eux-mêmes s'appelaient les ouvriers du foot. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans un modèle d'argent facile. Même quand ils devenaient professionnels, ils avaient un salaire d'instit, hein, ils recevaient leur première paye. Enfin, c'était le club lui-même qui ouvrait un compte au Crédit Agricole, j'imagine, ou au Crédit Lyonnais, je sais pas, à Montbéliard. Donc ils étaient suivis de très près. Et encore dans les années 2000. On trouvait parmi les joueurs de Sochaux des enfants de travailleurs des usines de Sochaux, mais aussi parce qu'il n'y a pas que l'usine de Sochaux, il y a toute une palanquée évidemment de sites industriels, toute une pléiade d'usines. Donc on trouvait parmi les joueurs de Sochaux Benoît Pedretti, qui était le capitaine emblématique de l'équipe, Pierre-Alain Frot, le buteur, le goléador des Lions, et Kamel Meriem, qui était un milieu, on disait que c'était le nouveau Zidane. Bon, ça n'a pas vraiment été ça, mais ces trois joueurs-là étaient des enfants d'ouvriers de la pêche. Et quand Benoît Pedretti et Pierre-Alain Frot ont disputé la finale de la Coupe de la Ligue 2003, le constructeur a affrété des trains entiers d'ouvriers supporters. L'usine était parée aux couleurs, du Lion. Cette équipe a gagné la coupe de la Ligue en 2004. Et finalement, ce modèle paternaliste, il perdurait encore dans ces années-là. C'est-à-dire qu'il a perduré beaucoup plus tard qu'ailleurs, si on compare si on compare avec d'autres clubs. Enfin, on pense par exemple à la J. Auxerre, où on avait un modèle paternaliste, mais qui était plutôt le modèle des curés, en fait. Hein. C'était le modèle du bon abbé Deschamps qui a donné son nom au stade. Donc oui, il y avait quand même une fusion entre les supporters et les joueurs. On parle quand même d'une petite agglomération, donc c'est des gens qui se croisaient au supermarché, qui se connaissaient,
qui faisaient la fête, ensemble. Et c'était aussi, ça se passait aussi de la même façon avec la presse. C'est-à-dire que les journalistes avaient un accès aux joueurs qui n'existent plus du tout aujourd'hui, mais c'est ce qu'on voit partout dans le foot. C'est-à-dire qu'ils allaient interviewer les joueurs sur la table de massage, au sortir du parking. Ils n'étaient pas obligés d'attendre pendant des heures que les joueurs passent 3 minutes devant une forêt de logos pour leur poser 2 questions. Jean-Marie. Oui, moi j'ai eu le plaisir de lire votre livre. Je vous dis franchement, je le trouvais absolument passionnant. D'abord, c'est un portrait à travers un exemple particulier du capitalisme français, son évolution sur presque 100 ans, qui est absolument fascinant, et surtout l'utilisation du football et ses relations avec le capitalisme, qui ont aussi été une transformation, une mutation fondamentale. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans votre livre, quand vous parlez de ça. J'ai quand même interviewé un certain nombre d'anciens joueurs, et il y avait ce côté assez étonnant, et en même temps très un peu contraignant. Je crois que c'est Joël Batz, à un moment donné, qui dit on était à 16 ans, on était placés dans des familles, et on nous sortait le dimanche, et finalement, pas question d'aller en boîte, pas question de s'amuser, c'était extrêmement rigoureux. Je n'ai pas envie de dire rigueur protestante, mais presque. Il y a des comparaisons intéressantes. Vous évoquiez Saint-Étienne. Saint-Étienne, ça a été le club de Manu France. Le maillot, autant le Sochaux, c'était le lion qui était sur chaque maillot. Manu France, il y avait MF. Dans les dernières grandes années de Saint-Étienne en européen, il y avait quand même le maillot de Manu France qui brillait sur tous les stades européens. Donc il y avait une stratégie quand même un peu commerciale, publicitaire. Le club aussi était un atout pour l'entreprise et la ville, absolument. Et c'est vrai que ça a été pour des petites villes qu'on n'aurait pas connues. Sinon, j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, je ne sais pas ce qu'en penseraient les admirateurs de rugby, mais que Sochaux a été pour le football, ce que Michelin a été pour Clermont et le rugby. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, j'ai heureusement rien pour Clermont-Ferrand, naturellement, mais enfin, c'est vrai que le Michelin, d'abord une multinationale qui installe son siège dans une ville de moyenne agglomération, c'est quand même très rare. Et en même temps, elle a donné au rugby et à Clermont-Ferrand à travers le rugby un défaut tout à fait considérable. Et je vous aussi ce qui est très intéressant, également sur la question de l'immigration. Je pense que pour le football, facteur d'intégration, ça a été quelque chose de considérable. On pourrait évoquer le cas de Reims ou de Lens. Il y a pour ceux, moi je suis de la vieille génération, Raymond Kopa. C'est un ancien mineur et son vrai nom c'est Kovacevic. C'est ces Polonais dont on réalise tout d'un coup qu'ils ils savent pas seulement taper sur le charbon, mais qu'ils ont aussi un coup de pied intéressant et que ça pourrait aider le club. Et ça permet une certaine promotion sociale et une intégration. Et ça, c'est peut-être quelque chose, on peut en discuter, mais qui est en train peut-être un peu de disparaître. C'est aussi Sochaux, le football ouvrier, qu'on retrouve encore marginalement peut-être, je ne sais pas ce qu'en penseront, dans un club qui est peu connu aujourd'hui, qui s'appelle le Red Star, qui a été un club très important dans les années, qui a été la fierté ouvrière, le club ouvrier de Paris, c'est le Red Star. Et Lens aussi, absolument. Et ça, je crois que c'était avec le public qui avait lui-même un certain comportement, une identité. Et il y avait... il n'y avait pas de voyous à Lens pour Red Star. On était capable d'applaudir l'adversaire et de lui rendre hommage. Donc c'est un monde tout à fait étonnant et tout à fait passionnant. Il y a, si vous me permettez, pardon, parce que ce n'est pas vraiment une question, mais il faut bien... Non, mais c'est pareil, j'ai mes réponses. Il y a cette phrase merveilleuse de David Degouille que vous citez, qui est très drôle. Il dit c'est quand même terrible. On est tombé sur le seul Portugais qui n'aime pas le football. Ça, je l'ai tout de suite. Voilà, pardon, dès qu'il me l'a dit, j'ai phonétiquement noté. Oui, c'est très juste. En tout cas, enfin, vous parliez
de Joël Batz, oui, effectivement, il y avait un système, c'est-à-dire qu'ils étaient au centre de formation, ces jeunes joueurs qui ont fait la gloire de l'équipe de France. On parle de Joël Batz, de Bernard Genghini, de Yannick Stopira, qui ont fait partie des grandes équipes des Bleus en 82 en Espagne, en 86 au Mexique. Ces joueurs-là, ils étaient sous la férule d'un formateur qui s'appelait Pierre Tournier. Et Pierre Tournier, il disait si vous filez pas doux à l'entraînement, eh ben vous allez finir à l'usine. Donc effectivement, ça rigolait pas tous les quatre matins. Quand une fois les joueurs n'ont pas respecté la permission de minuit, et ben le lendemain, les joueurs, je crois que c'était un seul joueur, tous les joueurs se sont retrouvés à 6h du matin dans les frimas du Doubs à faire des tours de terrain. Je citais Benoît Pedretti. C'est un joueur intéressant, Benoît Pedretti, parce qu'il était emblématique justement de cet esprit Peugeot. C'est pas du tout le genre de joueur qu'on pouvait retrouver à 4h du matin dans une boîte de nuit entouré des plus jolies filles du coin avec des bouteilles de whisky. Non, pas du tout. C'était un joueur de devoir, un taulier, pas du tout un petit chef, et il correspondait vraiment à cet esprit Peugeot. Vous citiez Saint-Étienne, d'une certaine manière, Sochaux, qui a réalisé une grande campagne européenne en 80-81, ce sont les joueurs qui sont en couverture de mon livre, ces joueurs-là ont un petit peu succédé, enfin un degré moindre, mais à l'équipe de Saint-Étienne, à l'équipe avec le maillot frappé aux couleurs de Manu France, l'équipe des Verts, parce que c'était l'équipe des vieux bastions industriels de la France populaire. La différence quand même avec Saint-Étienne, c'est que oui, il y avait Manu France, mais il y avait aussi énormément de grosses entreprises industrielles. On n'était pas du tout dans un bassin de mono-industrie comme à Sochaux, comme chez Michelin en fait. Michelin, la comparaison effectivement est assez juste. D'ailleurs, Michelin a gardé son siège en province. C'est le seul groupe du CAC 40 avec, je crois, Legrand, qui est implanté à Limoges. Et Michelin, c'est pas un hasard, a gardé son stade, a gardé son équipe de rugby, avec des liens, en tout cas, les liens n'ont pas été rompus. J'avoue que je ne maîtrise pas forcément. Si, en fait, justement. Ah, d'accord. C'était ma question, en fait. La SM, officiellement, était devenue une association pro. Ouais. Michelin s'est retiré de la SM. Ah, je crois que Michelin était toujours actionnaire du club. Ils sont sponsors parmi tant d'autres. Le sponsor principal étant Macron. Très ironie. D'accord. L'équipementier. Hein, d'accord. Justement, la SM, c'est fait référence non plus justement à l'association sportive montferrandaise, mais pendant très longtemps, le M pouvait avoir un double sens. Ce n'est plus le cas. Ah d'accord, je pensais naïvement. Il a même fait un cadeau, en fait, potentiellement empoisonné, en vendant à 1 euro symbolique le club et le stade au club. Michelin n'est plus du tout. Ah d'accord, ouais, non, Justement, la question de Jean-Marie est très juste. Je pense qu'on peut effectivement comparer Sochaux et Michelin et la SM. La différence étant peut-être que la SM joue pour l'instant encore en équivalent de Ligue 1 au rugby, ce qui n'est plus malheureusement le cas du FC Sochaux. C'est la seule grosse différence. Il y a aussi ce que vous disiez sur les petites villes. Alors, Clermont-Ferrand n'est pas une petite ville. Hein. La comparaison peut davantage être établie avec Auxerre, avec Lens. Avec Guingamp aussi, hein. Des équipes qui ont quand même occupé le haut du pavé pendant très longtemps et qui étaient aussi le reflet d'une forme d'aménagement du territoire à la française, enfin d'équilibre entre les petites villes et puis aussi ce qu'on appelait peut-être pas encore les métropoles, mais enfin Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, évidemment. Vous citiez le Red Star. Alors,
c'est comme Michelin à Clermont, je connais très très peu le Red Star. Il me semble, enfin, d'après ce que je peux voir, que c'est plus quand même le club de la banlieue rouge, enfin, de toute façon la banlieue rouge n'existe plus, mais que c'est devenu plus un club de bobos parisiens qui veulent pas verser leurs subsides aux Qataris et qui viennent s'encanailler dans l'espèce de faux charme populaire. Mais je me trompe peut-être, mais c'est un peu l'image que je peux avoir du Red Star aujourd'hui. Il faudrait que j'aille. Vous avez un supporter du Red Star dans la salle. D'accord, il faut que je fasse attention à ce que je raconte quand même. Vous avez deux tribunes à Bauer, c'est la tribune populaire, avec aussi beaucoup de jeunes issus de l'immigration et qui mettent le feu de manière espontanière, et puis il y a la tribune Bobo. Ouais. Et c'est deux mondes. Ah oui, ça je veux bien croire. Bon, les deux mondes se respectent, parce qu'on est quand même dans un club. Mais ils se côtoient pas. Mais ne se côtoient pas. Et en tout cas, sur les clubs entreprises, donc il y a eu ce lien qui a été rompu entre Michelin et Montferrand. Mais dans le domaine du foot, finalement, Carlos Tavares disait une entreprise automobile n'a pas à entretenir un club de foot. Mais c'est un argument qui est quand même en partie fallacieux. Si on regarde Fiat, Fiat c'est l'entité avec laquelle s'est marié Carlos Tavares. Fiat, c'est quand même la famille Agnelli, et c'est la Juve, c'est la vieille dame. C'est-à-dire que c'est quand même une institution considérable du football italien. Volkswagen, la directrice des partenariats disait on va pas investir dans le foot parce que on veut monter en gamme. Volkswagen a des marques beaucoup plus prestigieuses que Peugeot, PSA ou Stellantis. C'est-à-dire que Bentley, Lamborghini font partie du groupe Volkswagen. Et pourtant, le groupe de Wolfsburg est toujours dans le club de foot de Wolfsburg est toujours dans le giron de Volkswagen. Le Bayer, l'entreprise Bayer, enfin le géant de la Big Pharma Bayer a toujours, alors bon, je fais attention à ce que je raconte maintenant, je sais pas, enfin toujours des liens, on va dire, resserrés avec le Bayer Leverkusen. C'est la même chose pour entre Philips et le PSV Eindhoven dans les Pays-Bas, aux Pays-Bas, pardon. Donc ces liens, ils peuvent exister, ils peuvent perdurer, et finalement l'investissement dans le foot, c'est souvent quand même une goutte d'eau. Enfin en tout cas à Sochaux, c'était une goutte d'eau dans les comptes de PSA. C'était un club qui se finançait quand même lui-même. Donc finalement, PSA, c'était juste une sorte de banque ou d'organisme de caution pour le club. Oui, Guillaume, je t'en prie. J'ai deux questions du coup des internautes. La fusion avec le groupe Fiat Chrysler n'a-t-elle pas été précipitée par la révolution imposée à marche forcée de la voiture électrique en imposant de gros investissements en peu de temps? Puis j'aurais une deuxième question, mais je vous laisse déjà répondre à celle-ci. Oui. Enfin, la révolution de la voiture électrique, autonome, intelligente, elle est déjà dans l'air au début des années 2010. Donc finalement, le débat qui a eu lieu le débat qui a été créé par Stellantis, il était déjà dans l'air à ce moment-là. C'est-à-dire que l'idée, c'était de créer des géants qui pouvaient avoir les reins assez solides pour se lancer dans des investissements colossaux. L'idée, c'est évidemment de réaliser des économies d'échelle pour avoir la taille critique. Je crois que chez Stellantis, c'est l'équivalent de 30 milliards. Donc c'est des sommes absolument gigantesque. Donc oui, bien sûr, ça a été l'une des justifications. Sur le plan économique, Carlos Tavares
est un champion. Enfin, ça, on peut pas lui enlever ça, mais sur le plan social, c'est quand même une autre chanson, une autre musique, évidemment. La voiture électrique qu'il n'a pas du tout décidé, qu'il n'a pas du tout favorisé, ça, qu'on peut pas lui enlever ça. Et ben, cette voiture électrique, elle va nécessiter moins de composants, moins de main d'œuvre, donc les effectifs vont décliner un peu partout pour quand même. Bon, voilà, enfin, c'est un autre débat. Je suis pas spécialiste de la voiture électrique. Enfin, je vous renvoie au livre de François-Xavier Pietri que j'ai lu cet automne, qui est quand même assez édifiant sur cette affaire. Du coup, la deuxième question dans l'autre. Au-delà du volet purement sportif, peut-on considérer que le FC Sochaux-Montbéliard et donc le foot remplissaient une fonction sociale très forte à l'image des innombrables clubs sportifs qui parsemaient la France, et notamment la France dite périphérique? Et vous en avez un peu, il y avait déjà un peu répondu, mais... Oui, parce que le FC Sochaux, c'était pas seulement qu'un club de foot, c'était aussi un club omnisport qui a brillé dans toute une série de disciplines, en athlétisme, en handball. C'était un peu l'équivalent du FC Barcelone, enfin à l'échelle de la Franche-Comté. Et du coup, c'était un club qui comptait, je crois, environ 3000 adhérents, avec des gamins qui allaient jouer au foot à 6-7 ans pour une somme modique, qui étaient entraînés par un ancien gardien du club, donc c'était assez prestigieux. Ils avaient les mêmes couleurs que les joueurs, donc c'était pour eux extrêmement valorisant. Il y avait le foot, et puis il y avait aussi d'autres idoles. Il y avait un personnage qui s'appelle Jackie Boxberger, qui a été un grand coureur finaliste aux Jeux Olympiques de Mexico, qui était salarié de la firme et qui faisait partie du FC Sochaux, qui a gagné un grand nombre de crosses, et qui était aussi un personnage extraordinaire qui, sous la boue, sous les éléments, continuait sans relâche, qui a couru pendant très longtemps, qui était l'une des idoles du pays de Montbéliard, au même titre que Bernard Genghini, Stéphane Paille ou Pierre-Alain Frot. Oui, ce qui m'a frappé en lisant votre livre, c'est le soin extrêmement méticuleux que prennent ces paternalistes, ces patrons paternalistes. Parce que les places de stade sont très peu chères. Vous dites quand un joueur est blessé, on l'emmène dans une clinique de luxe. Mais même pour les ouvriers, il y a des myriades de quarts de ramassage. Et en fait, c'est un ajout au pouvoir d'achat, en fait, parce qu'ils peuvent acheter des voitures également à très bon marché. Donc il y a tout un ensemble, en fait, de dispositions, de détails. La famille Peugeot aurait pu, après tout, entretenir un club et se moquer du reste. Ils ne le font pas. Ils sont extrêmement attentifs, en fait, à un certain bien-être ouvrier. Quand le patron de Peugeot part à la guerre, il dit débrouillez-vous pour que les ouvriers aient assez à manger. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on crée cette chaîne de... Oui, ces grands potagers sur le... oui, la première chaîne est créée en 14, vous avez raison. Voilà. Et pendant la guerre de 40, il y a les potagers là, que j'ai déjà vécu, qui servent à nourrir. Donc on s'occupe véritablement d'un bien-être de la population ouvrière, même si par ailleurs bien sûr. Il y a des milices, etc., on casse les syndicats, mais il y a un aspect qui est intéressant, parce que il n'y a pas que le profit. Il y a aussi la volonté de favoriser, je répète, un bien-être. Oui, bien sûr, il y avait une fibre sociale
très fort, très affirmé au sein de la famille Peugeot, firme sociale qui se conjuguait évidemment avec la recherche de profit, c'est-à-dire que le but de l'opération c'était aussi de fixer la main-d'œuvre, c'est-à-dire que tous les avantages que vous avez évoqués, ils permettaient quand même d'avoir une main-d'œuvre qui restait dans les parages, qui était important durant les 30 Glorieuses, parce qu'il y avait une énorme concurrence, enfin, le travail était partout, donc la concurrence était très forte entre les principaux pôles industriels. Les places de foot, vous avez raison de le souligner, étaient à un prix modique. Encore aujourd'hui, hein, le club n'appartient plus à la famille Peugeot, mais les places sont quand même assez peu chères. Quand Peugeot, enfin la dernière année de Peugeot, c'était 8 € pour un match de Ligue 1, ce qui est quand même assez peu quand on imagine, enfin quand on voit les tarifs au Paris Saint-Germain, je crois que ça doit commencer à 50 ou 60 € pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, et du coup, le public est resté un public populaire, contrairement à ce qu'on a pu voir dans un certain nombre de grands clubs. Enfin, je cite le cas de Liverpool, hein, qui était club emblématique des dockers, des ouvriers du textile, le club des Reds. Dans ce club-là, le prix des places a augmenté, a été multiplié par 11 hein, entre le début des années 90 et début des années 2010. Bon, c'était une façon aussi d'exclure des éléments perturbateurs. On pense évidemment aux hooligans hein, à Liverpool, mais il y a eu une gentrification des stades hein, qui évoque d'ailleurs Christophe Guilluy dans son dernier livre, c'est-à-dire que les classes populaires ont été évincées du Parc des Princes ou d'autres stades, comme elles l'ont été de Paris, mais aussi dans d'autres métropoles. Mais tous ces avantages, pour revenir reboucler la boucle, en tout cas les avantages sociaux que vous évoquiez, enfin, c'est pas vraiment des avantages sociaux au sens strict du terme, mais par exemple, les fameuses tournées de bus, hein, on avait 12 500 salariés qui étaient acheminés du pied des Vosges jusqu'à Sochaux parfois. Et ben, ces bus ont disparu. Aujourd'hui, on peut ou prou disparu. Donc c'est quand même le signe qu'on veut couper aussi le lien, je dirais, sentimental qui pouvait exister entre ces familles et la marque Peugeot. Les ristournes elles-mêmes qui étaient de 16,5%, qui permettaient souvent aux salariés de Peugeot d'avoir une voiture pendant 6-8 mois puis de la revendre au même prix. Enfin, il y avait tout un business de ce type-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des revendeurs à l'étranger qui ont créé une forme de concurrence qui empêche de réaliser de très gros profits. Donc, évidemment, mon livre, c'est la fin d'un monde. Oui, Pierre-Henri. Est-ce que votre réponse à cette question m'en suscite une autre? Alors, finalement, compte tenu de ce que vous dites, c'est-à-dire de l'attention quand même portée à l'existence des familles ouvrières, en fait, à la fixation des gens, etc., qu'est-ce que Peugeot avait à craindre des syndicats? Il y a eu un conflit traumatique à un moment. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu développer des relations, on va dire, plus constructives avec les syndicats alors qu'ils avaient une fibre sociale? Il y a le paternalisme passait quand même par une relation directe en fait entre les cadres et entre la famille Peugeot et ses salariés. Roland Peugeot que j'ai cité dans les années 80-90, c'est lui qui remettait les médailles du travail. Il allait au pot de retraite, donc il ne voulait surtout pas avoir des rouges dans les pattes en fait, hein, pour être très très clair. Et les syndicats étaient persona non grata. On a un rapport qui date, je crois, de 54 ou de 55 de Michel Rocard,
qui avait fait un stage, je ne sais plus à quel titre, d'une administration quelconque. Il dit vraiment qu'il y a une répression syndicale, une répression contre les syndicats extrêmement féroce au pays de Peugeot, et les grèves ont été quand même assez dures. Enfin, j'ai cité celle de 68, mais on a une grève très dure à la fin des années 80. C'est une grève qui est assez intéressante parce que c'est une grève qui porte sur les salaires. C'est-à-dire que Peugeot a connu de grandes difficultés au début des années 80 avec ses investissements douteux, ces usines qui ferment, puis surtout une fusion très mal maîtrisée avec Simca Chrysler, et Peugeot est sauvé par la 205. Un sacré numéro, c'est vraiment le miracle. Peugeot brille à nouveau sur tous les rallyes du monde avec Arrivatanen. Enfin, c'est la grande période de Peugeot, et les salariés veulent récolter le fruit de leur labeur. Donc il y a une grève qui est enclenchée en 1989. On a la rentrée 1989. Et le PDG de l'époque, Jacques Calvet, qui est un patron à l'ancienne, assez dur, pour le coup, pas très paternaliste, ne lâche rien en fait. Il ne lâche pas un centime. Et le conflit a tendance, le mouvement a tendance à s'étioler, à partir un peu en jus de boudin. Et il est relancé par l'affaire de la feuille de paix de Jacques Calvet. Et c'est un scandale absolu. Le Canard enchaîné dévoile que Jacques Calvet gagne 30 fois plus que ses ouvriers. Mais c'est ahurissant quand je vois ça aujourd'hui, parce que je me souviens plus des ordres de grandeur, mais je crois que Tavares, il doit gagner... peut-être 300 ou 400 fois plus. Enfin, c'est ce que je dis dans mon livre. C'est un smicard, en fait, Jacques Calvet, au regard de Carlos Tavares. Carlos Tavares gagne plus en un jour qu'un ouvrier en un an. Donc on est vraiment dans une autre galaxie, avec des mondes qui ne se rencontrent plus, finalement. Et y compris au sein de la direction de l'usine, on avait des ingénieurs, souvent des gazards, des gens des arts et des métiers, qui faisaient toute leur carrière au sein de l'usine de Peugeot-Sochaux. Aujourd'hui, il ne reste que 2 ou 3 ans, comme des préfets en quelque sorte. Il faut surtout pas qu'ils s'attachent en fait. C'est ça le but de l'opération. Donc on a des dirigeants qui sont beaucoup moins des ingénieurs, qui sont plus des lauréats d'écoles de commerce type HEC, qui finalement vont là-bas pour avoir une ligne sur leur CV, mais ça s'arrête là. Et du coup, on a aussi toute une bourgeoisie qui a tendance à disparaître, en fait, en quelque sorte, et une ville de Montbéliard, qui est la ville principale, qui s'est largement paupérisée. La maire de Montbéliard m'a dit je ne reconnais plus ma population. C'est plus la même population qu'il y a 20 ans. Et toutes les villes autour, parce que les usines étaient Mulhouse, Zoul, Charleville, et encore tout l'Est. Oui, bien sûr, oui. Alors, je connais un peu moins. Il me semble que Vesoul n'a pas tellement trinqué, a moins trinqué que Sochaux. Et Mulhouse se situe aussi, pour ce qui est du cas de Mulhouse, c'est un bassin industriel quand même plus dynamique, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'à Montbéliard, à l'origine, il n'y avait que Peugeot. Il y avait Japy, il y avait d'autres entreprises qui ont peu à peu disparu, mais il y a 50, 60 ans, 30 ans, il n'y avait que Peugeot. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de boîtes qui investissent dans les parages, mais pas tellement. Je veux dire, si l'usine demain ferme, ce serait l'équivalent de ce qui s'est passé dans le bassin minier. On ne se remet pas en 20 ou 30 ans d'un tel choc social. Jean-Marie, oui. Il y a 2 personnages dont j'aimerais que vous parliez. D'abord, Moscovici.
Vous en faites un portrait. Vous l'appelez Moscovici, ce qui n'est pas bon signe, à mon avis, vous ne l'aimez pas beaucoup. C'est comme Mitterrand, vous voyez. Quand on dit Moscovici, c'est pas bon. Justement, j'ai eu le sentiment, mais peut-être ai-je mal lu, que finalement, le personnage, malgré tout, s'est un peu attaché au territoire. Malgré tous ses déboires, il a pris quelques claques phénoménales, mais c'est finalement quelqu'un qui ne renonce pas. Il ne part pas avec armes et bagages parce qu'on n'a pas osé les lire. On a osé ne pas les lire plutôt. Donc, et puis le deuxième personnage que vous avez évoqué tout à l'heure et dont vous parlez comme un patron dur, c'est Jacques Calvret, qui, si ma mémoire dans les années 80, mais je peux me tromper, parce qu'il y a longtemps, j'ai beaucoup vieilli, était un patron assez sceptique sur la construction européenne. Oui. N'hésitez pas à être critique à l'égard de Bruxelles. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces deux personnages? Je sens qu'on va parler d'Europe. Donc, Pierre Moscovici, il arrive au début des années 90, il débarque à la gare de Montbéliard avec son beau costume, ses Weston, son fouloir en soie. Il est surnommé par les militants locaux du PS Monsieur Flore, parce que il fréquente davantage le Flore que le café à la sortie de l'usine de Sochaux. Moscovici, c'est le fils d'un grand sociologue, d'une psychanalyste de renom, donc il fait partie vraiment de l'intelligentsia parisienne, et il a un redoutable défaut aux yeux des gens du pays de Peugeot, c'est-à-dire qu'il a tous les diplômes de la création, sauf celui qui compte à leurs yeux, il n'a pas le permis de conduire, ce qui est quand même très embêtant au pays de l'automobile. Et il ne le passe pas, en fait. Il ne se donne pas la peine de le passer. Donc, le courant passe quand même pas toujours très très bien dans les premiers temps. Mais effectivement, c'est un personnage assez étonnant, assez insaisissable. J'ai interviewé longuement, qui voulait vraiment se justifier pied à pied sur son parcours à Montbéliard. J'ai encore eu un échange de mails très très nourri au moment de la sortie du livre. Il me dit, paraît sincère, que vraiment lui a lutté pendant des années pour que Sochaux ne devienne pas une sorte de Waterloo industriel, qui se sentait en phase avec la classe ouvrière de Sochaux. Bon, enfin, en tout cas, de l'autre côté de la barrière, c'est la mayonnaise visiblement n'a pas pris. Et je pense que l'un de ses problèmes, c'est qu'il s'est heurté en fait au système Peugeot. C'est-à-dire qu'il venait pas du sérail. Il était au pays des 3 P, c'est-à-dire protestant, du protestantisme, du puritanisme, et j'oublie le 3e, il est dans mon livre, je pourrais vous le redire à l'occasion. Et il était pas couleur locale en fait, hein. C'était un énarque qui avait du mal en fait face aux élus qui étaient portés par la direction de Peugeot. C'est-à-dire que Peugeot fabriquait des voitures, des footballeurs, mais aussi des élus, hein. Elle choisissait parmi son top management ceux qui allaient à la conquête de Montbéliard, Exincourt, enfin toutes les villes du pays de Montbéliard, ceux qui étaient là pour bouter les socialistes hors des mairies. Et lui, il guignait la mairie de Montbéliard, qui était détenue par un ancien chef du personnel de l'une des usines de Sochaux, qui rencontrait le patron de l'usine tous les 15 jours, enfin, qui était à tuer à toi avec tous les cadres, qui était emblématique. Il s'appelait Louis Souvet, qui était un élu RPR, qui était emblématique en fait du pays de Peugeot. C'est-à-dire qu'il avait commencé comme établi, il avait fini chef du personnel d'une usine de Sochaux. Donc il avait des connexions aussi bien à la CGT que parmi les ingénieurs qui dirigeaient l'usine. Pierre Moscovici, il m'a raconté qu'il avait rencontré Pierre Peugeot, qui était l'un des chefs de la dynastie. Pierre Peugeot lui a dit
non, on fera tout pour que vous soyez battus. Et effectivement, il avait les moyens de le faire. Mais oui, Pierre Moscovici a fini, je pense, par s'attacher quand même à Spin Montbéliard. Il a fini par se faire élire quand même à la tête de l'agglomération de Montbéliard. Et finalement, lui qui avait vraiment subi les foudres de cette famille régnante, il a su composer avec elle. Et en tant que ministre de l'économie, dans une situation quand même assez dramatique, en 2012-2013, la solution qu'il a imaginée n'était sans doute pas la pire. C'est peut-être cette solution-là qui a permis à l'usine de Sochaux de survivre. Donc son action locale, finalement, est sans doute moins pire que son action européenne. Calvet. Alors, Jacques Calvet, oui, je l'ai cité sous l'angle, effectivement, du patron à l'ancienne, quand même, assez dur. Hein. C'est lui qui a mis en place la fameuse technique de l'artichaut avec une usine qui souffrait quand même de sureffectif. Hein. Il faut quand même le dire clairement dans les années 80, avec des départs anticipés à la retraite, avec une aide au retour qui a été assez massive pour les immigrés, mais qui souvent sont revenus en fait dans le pays de Montbéliard. Jacques Calvet, effectivement, c'était le chantre. Il était très libéral sur le plan intérieur, mais il était protectionniste vis-à-vis du dehors. Il avait d'une certaine façon des conceptions économiques pas si éloignées d'un Philippe de Villiers, par exemple. Et il luttait contre l'invasion, ce qu'il appelait l'invasion des voitures japonaises. Et c'était l'un des seuls patrons à l'époque à s'opposer au Francfort, à appeler à voter non au traité de Maastricht. D'ailleurs, ça avait suscité quelques tirages avec la famille Peugeot, qui était beaucoup plus orthodoxe sur le plan économique et qui ne voyait pas forcément d'un bon œil les initiatives politiques de Jacques Calvet. Elle préférait le cantonner dans son rôle de PDG, et c'est sans doute l'une des raisons du départ de Jacques Calvet en 1997. C'était un PDG qui occupait trop de place aux yeux de la famille Peugeot. Chers amis, nous allons terminer cette... Merci beaucoup. Merci. Et naturellement, en priant de revenir pour son prochain livre. Ah ben, il n'est pas encore écrit, mais merci. Alors, espérons. On se retrouve la semaine prochaine avec Blandine Kriégel. Nous parlerons de l'idée républicaine dans la Florence de la Renaissance.